Salut à tous, c'est le Ningri. Alors aujourd'hui on refait un petit tuto comme on avait fait précédemment sur la création de personnages. Et aujourd'hui on va faire une vidéo sur quelque chose qu'on me demande depuis un petit bout de temps déjà, c'est-à-dire la magie. Alors la magie c'est quelque chose qui peut paraître assez complexe de prime abord, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai reçu pas mal de demandes à ce sujet. Mais on va essayer d'y aller tranquillement. Je vais vous expliquer un petit peu globalement ce qu'est la magie, qui peut la pratiquer, faire la distinction entre différents types de magie. Bref, là aujourd'hui on parle des bases et ensuite je ferai potentiellement des vidéos sur certaines classes de lanceurs de sorts pour expliciter un peu chacune comment elles fonctionnent. Donc pour en commencer dans les généralités, qu'est-ce que la magie Qu'est-ce que la magie Pourquoi je commence comme ça? Bon, la magie, bon on va faire simple. La magie, c'est pas juste magique. Hein, il faut se mettre ça en tête, c'est pas juste pouf pouf, je fais un peu ce que je veux. Il y a des règles et elles dépendent déjà du type de magie. Donc type de magie, on va faire ça d'abord. Il y a en gros deux types de magie importants, la magie divine et la magie profane. Donc pour les définir, la magie divine, c'est celle qui vient des dieux hein, globalement. Ça vient d'énergie de puissance supérieure aux créatures sur la Terre. D'ailleurs ça me fait penser que on va faire une petite précision dès maintenant. Ce que je vais vous décrire ici et maintenant, ça concerne le jeu Pathfinder, mais ça concerne principalement l'univers de Golarion, qui est l'univers de référence de Pathfinder. C'est-à-dire que si vous créez votre propre univers, vous pouvez très bien changer ces informations-là. Hein. Je vous les donne en fonction de celles que je connais, parce que j'ai lu les bouquins, les romans, les compagnons de jeu, etc. Enfin bref, j'ai lu pas mal de documents, mais qui se basent sur Golarion. Donc on va rester sur Golarion. Donc après ce petit aparté, la magie divine vient donc des dieux entre autres, elle vient aussi parfois de certains concepts, je les définirai après, alors que la magie profane par définition s'oppose au divin. Hein, ça veut dire que si vous faites de la magie profane, vous êtes un hérétique. Non, rien à voir, c'est juste que c'est l'autre magie, celle qui du coup n'est pas divine. Ensuite, la différence entre les deux, bah oui, ça pourrait être pas mal de le savoir. Donc la magie divine, encore une fois, je vais me répéter, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. La magie divine vient des dieux, mais elle vient aussi de la nature. Vous verrez que certaines classes de lanceurs de sorts se basent sur les énergies de la nature pour lancer des sorts. La magie divine vient aussi du bien et du mal. On verra aussi plus tard tout à l'heure pourquoi, ou plutôt par qui. Et enfin, donc Dieu, nature, bien et mal, et bien sûr spaghetti volant monstrueux, qui peut être aussi une source de magie, mais ça, c'est une autre histoire. La magie profane, quant à elle, alors c'est un peu plus complexe, on se rapproche nettement plus d'une science, puisque c'est celle qui est étudiée notamment par les magiciens. La magie profane a des lois très strictes, que ce soit en termes de formules, en termes de gestuelle, donc c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, mais qui permet de faire de grandes choses, notamment à l'échelle des dieux, hein, carrément. Hein, et après on s'étonne que les magiciens se prennent pour des... Bref, la magie profane donc, vient de l'étude de cette science, mais elle provient aussi parfois d'ancêtres. On parlera notamment des ensorceleurs. Et enfin, la magie peut venir de l'art, voilà, comme ça, hein, dans Pathfinder, il n'y a pas de problème, je fais de la chanson, je fais de la magie, en nous vend du rêve, donc l'art peut aussi être une source de magie, à prendre avec des pincettes. Alors, ça c'était pour qu'est-ce que la magie, voilà, donc comme ça c'est beaucoup plus clair, on est tous beaucoup plus renseignés. Maintenant, qui peut pratiquer la magie? Donc là, je vais me baser sur les premiers bouquins, parce que je connais pas toutes les classes, mais pour la magie divine c'est assez simple, on a l'exemple classique qui est le prêtre, qui utilise la magie de son dieu, donc ça dépend principalement de sa conduite, puisque un prêtre qui ne respecte pas les enseignements de son dieu peut se retrouver privé de ses pouvoirs, voilà, faut pas faire le con avec les dieux. Dans un autre registre, la nature donne ses pouvoirs aux druides, mais aussi aux rôdeurs. Les rôdeurs, faut pas l'oublier, sont des lanceurs de sorts. Oui, Aragorn, tu peux lancer des sorts. Ensuite, nous avons le paladin. Alors le paladin, on pourrait imaginer que sa magie lui vient de son dieu, c'est la base, je dirais. Il faut quand même se dire que le paladin étant un chevalier du bien, c'est principalement le bien, cette énergie positive qui lui donne ses pouvoirs. Bien sûr, c'est aussi son dieu, mais comme il est un dieu bon, on se répète, j'ai envie de vous dire. Donc ça c'est les classes de base en divin, on ajoute certaines classes rajoutées après par les règles avancées, donc l'inquisiteur comme le prêtre, la magie vient de son dieu, même s'il a un peu plus de liberté d'action. L'oracle vient de concepts religieux et mystiques, donc c'est pas forcément un dieu en particulier, mais c'est des énergies liées au dieu, qu'on appelle domaine.
Et enfin, nous avons l'anti-paladin, donc comme son nom l'indique, est un anti-paladin. Donc son énergie, bien sûr, lui vient du mal, et il peut lancer des pouvoirs grâce au mal. Voilà. Ça, c'est pour les lanceurs de sorts divins. Et on passe maintenant aux profanes. Alors les profanes, on parlait de science, et ben allons voir les magiciens, n'est-ce pas? Les magiciens et les magus, notamment, étudient la magie. Ils l'étudient donc sous cette forme scientifique, ils décryptent des formules magiques, ils comprennent le fonctionnement du monde et de cette puissance-là par l'étude. Donc les magiciens et les magus se servent de la magie de cette façon. On a ensuite l'ensorceleur. Alors l'ensorceleur, c'est vraiment un cas particulier parce que c'est un individu qui arrive à lancer la magie parce que son sang, un héritage ancestral le lui permet. En gros, la magie est quelque chose d'instinctif chez lui. Il va lancer des sorts parce que il en comprend les notions de façon instinctive. C'est un peu une sorte de génie en fait, l'ensorceleur. Mais il aura des inconvénients, notamment contrairement au magicien qui peut apprendre virtuellement tous les sorts du monde, l'ensorceleur lui n'en aura qu'une poignée. Pourquoi est-ce que l'ensorceleur fait ça? Il n'a pas besoin d'étudier, j'ai envie de dire t'as du cul ou pas. Non, c'est surtout parce que ça lui vient d'un lointain ancêtre, plus ou moins loin dans la généalogie, qui aurait pratiqué la magie à un certain niveau, qui aurait eu accès à des sources de pouvoir, et le fait de jouer avec la magie comme ça aurait un impact sur sa descendance, hein, comme quoi jouer pas avec la magie, ça fait des enfants attardés. Ça fait en tout cas des puissances naturelles et surprenantes, hein, notamment l'ensorceleur draconique, hein, peut-être que son ancêtre était un dragon, voilà. Et le fait d'avoir un arrière grand-père dragon, et ben vous, ça vous fait cracher du feu. Voilà, c'est logique, non, moi je trouve ça logique. Donc ça peut être très très cool quand c'est un dragon. Maintenant quand Papy était en fait une liche, ça peut donner des trucs assez bizarres. Ensuite nous avons alors deux cas un peu particuliers, similaires, la sorcière et le conjurateur. Alors la sorcière, pareil, peut apprendre la magie par des parchemins, comme le magicien, mais cette source de pouvoir lui vient d'une sorte de force mystérieuse qui n'est pas un dieu. En tout cas, vous faites comme vous voulez, chacun s'arrange. Et cette force passe par un familier, et c'est ce familier qui permet à la sorcière de communier avec cette force mystérieuse, et donc de maîtriser la magie profane. On est toujours dans du profane. Je pense que la sorcière a aussi une sorte de compréhension de la nature qui est autre, mais qui est toutefois similaire donc à celle du magicien, et le conjurateur qui est une sorte de magicien un petit peu, qui est lié à une entité, un eidolon qu'il peut accompagner, mais sa magie se focalise principalement sur cet eidolon ainsi que sur quelques sorts de magiciens. Je vous avoue, je connais assez mal la classe, parce qu'elle est un peu compliquée, mais un jour je m'y pencherai vraiment. Mais toujours est-il que conjurateur, c'est profane. Voilà. Et je vois que j'ai aussi oublié le barde, comme quoi, hein, on ne peut pas tous les faire d'un coup. Le barde, donc, qui lui aussi fait de la magie de type profane, tout simplement parce que, ben voilà, fuck la logique, l'art, la chanson, ou même toutes sortes de représentations peut canaliser d'une certaine manière les énergies magiques et permettre de faire des sorts. Alors parfois certains sorts sont plutôt logiques, hein, comme Fou Rire qui peut être plutôt logique de la part d'un barde, hein, n'est-ce pas, qui aura fait une représentation particulièrement comique et qui donc rendrait les gens plus ou moins hilars. Hein. Autant d'autres sorts sont peut-être un petit peu moins pertinents, comme invisibilité. Voilà, je joue très bien la musique et du coup je deviens invisible. Non, alors je vais arrêter de bitcher, Bard c'est une classe qui est très sympa. Mais voilà, c'est de la magie profane parce que le pouvoir vient de lui, le pouvoir vient de sa pratique, et c'est un autre niveau de compréhension de la magie qui est aussi étrange qu'il puisse paraître, tout à fait crédible dans un univers de jeu de rôle. On notera un petit absent, l'alchimiste. L'alchimiste n'est ni divin ni profane, puisqu'en fait il fait de l'alchimie, c'est bien, vous suivez. Donc l'alchimiste, lui, ne fait pas vraiment de magie, il utilise des formules de potions, des formules d'extraits alchimiques, j'allais dire magiques, comme quoi même moi je m'y perds, des formules pour créer des extraits des potions qu'il peut ensuite boire et activer la magie qui se trouve dedans. Mais c'est de l'alchimie. Voilà. Ok, donc on a fait un petit tour globalement des différents types de lanceurs de sorts, on a fait un petit tour des différents types de magie. On va se tourner
sur des grosses généralités, hein, sur ce qui concerne les sortilèges. Parce que vous allez voir, si vous vous penchez un peu sur Pathfinder, qu'il y a énormément de sortilèges, avec énormément de classifications. C'est le bordel. Donc on va un petit peu éplucher tout ça. Donc on va commencer avec les trucs de base, on va dire les écoles de magie. Comment décrire les écoles de magie? Vous voyez un petit peu dans Harry Potter qu'on voyait que chaque professeur a ça, un peu sa spécialité, hein. McGonagall qui fait la métamorphose, Flitwick qui fait les enchantements. Là c'est exactement pareil. Pardon Severus Rogue, mais les poisons c'est pas de la magie. Bref, les écoles de magie différentes, donc il y en a 8. Alors je dis il y en a 8, mais ça dépend complètement des époques, puisque dans un très lointain passé, dans une galaxie très lointaine, on ne comptait que 7 écoles de magie, comme quoi les courants de pensée ça influence pas mal, mais là on va se concentrer sur les 8 qui sont décrits dans le livre des règles. On commence par l'abjuration. Donc l'abjuration c'est l'école des sorts de protection, ça génère les barrières physiques ou magiques, et ça permet parfois de bannir des individus comme des extérieurs. Donc parmi ces sorts on peut noter un des plus classiques qui est protection contre le mal. Ensuite nous avons la divination. Donc la divination permet de retrouver des secrets oubliés depuis longtemps, ça permet d'identifier les propriétés des objets magiques, de connaître l'avenir, bref, des choses comme identification, qui permet d'identifier les propriétés des objets magiques comme son nom l'indique. Ensuite nous avons l'enchantement. Donc l'enchantement c'est ce qui affecte l'esprit des créatures, qui permet de les contrôler ou influencer leur comportement. Un exemple classique que moi j'aime beaucoup c'est charme personne, hein, qui fait que ça t'évite bien des ennuis parfois. Ensuite nous avons l'évocation. Alors l'évocation c'est ce qui manipule les énergies magiques, notamment des choses comme le feu ou l'électricité, voilà, des choses comme ça. Donc l'évocation c'est la magie bourrin, hein, c'est genre vous le faites, Michael Bay, voilà. Ça c'est l'évocation. Souvent on aime bien commencer avec cette magie là quand on est débutant, ce qui se comprend, hein, faire des dégâts ça fait toujours plaisir, mais il y a des choix un peu plus subtils, notamment l'illusion qui permet de tromper les sens et l'esprit. Elle incite les gens à voir des choses qui n'existent pas, ou à faire entendre des bruits imaginaires, notamment son imaginaire qui peut parfois vous sauver d'une situation catastrophique. Voilà, je ne décrirai pas comment, mais en fait ça peut vous éviter genre de vous battre à 1 contre 10. Donc ça c'est son imaginaire, gardez-le, ça peut être très utile. Ensuite nous avons les invocations. Alors là c'est globalement mon école magique préférée, qui permet de faire apparaître des objets, des créatures, de soigner, parfois de se téléporter. Bref, l'invocation permet plein de choses. C'est une école géniale parce que ça vous permet d'invoquer des créatures et dire bah tu te démerdes, voilà, tu te bats, vas-y, c'est tout. C'est vraiment l'école des gros flemmards. Moi j'aime beaucoup. Ensuite nous avons la nécromancie. Alors la nécromancie c'est ce qui a trait aux morts. Voilà, je pense que je vous ai appris un truc aujourd'hui, vous vous coucherez moins bête. La nécromancie ça concerne pas mal de choses puisque ça permet de créer bien sûr des morts vivants, mais ça permet aussi de modifier les cadavres, ça permet de blesser, ça permet de créer une illusion de vie, notamment avec le sort simulacre de vie qui n'est pas un sort de soin comme on pourrait le croire, mais en fait un sort de nécromancie. Ensuite, nous avons la transmutation, et je crois que nous arrivons au bout, exactement, voilà, la transmutation, donc comme son l'indique, qui modifie les propriétés d'une créature, d'un objet ou d'une condition. Un exemple classique de transmutation, là tout de suite ça ne me vient pas, fait chier, le splendeur de l'aigle par exemple, qui permet de vous rendre plus beau, voilà. Vous vous sentez pas bien, là vous dites mince j'ai une représentation, là il faut que je sois canon là pendant quelques minutes, hop, splendeur de l'aigle, vous êtes tout de suite beaucoup plus charismatique et vous avez une super note à votre examen. Voilà, c'est pas du vécu. Donc ça c'était pour les 8 écoles de magie. Donc on va ensuite se pencher sur un petit truc important que je n'ai pas encore décrit mais qui est les niveaux, hein, parce qu'on est quand même dans APG, non pas du tout, on est quand même dans Pathfinder, et Pathfinder c'est de l'OGL, c'est du Donjon et Dragon, donc il y a des niveaux, il y a des chiffres, il nous faut des chiffres, on aime ça, on aime les chiffres, on aime ça. Donc les niveaux, donc ce qui va être un petit peu parfois compliqué à concevoir, c'est qu'en fait les personnages ont des niveaux, et les sorts ont des niveaux, et en fait c'est pas forcément exactement lié, c'est-à-dire qu'un personnage de niveau 1, bon très souvent, je dis bien très souvent, aura accès à des sorts de niveau 1, voilà, un magicien il peut commencer à lancer des projectiles magiques, des armures de mage, enfin bref des classiques,
Mais un personnage de niveau 2 ne lancera pas forcément des sorts de niveau 2, voire jamais en fait. Puisque il y a une distinction entre les sorts du personnage et le niveau des sorts. Donc il faudra faire très attention quand vous préparez, vous apprenez des sorts, c'est souvent il y a un tableau, très souvent, il y a toujours un tableau avec, en fonction du niveau de personnage, les niveaux de sorts auxquels il a accès. Par exemple, si je prends le magicien, il a accès aux sorts de niveau 0 et 1, quand il commence sa carrière, et il doit attendre son propre niveau 3 pour avoir accès aux sorts de niveau 2. Voilà, vous sentez comment ça va commencer à devenir compliqué. Pour avoir des sorts de niveau 3, il devrait être niveau 5. Voilà, c'est souvent de 2 en 2, encore que ça dépend des classes. Donc toujours bien se renseigner. Il n'y a que 9 niveaux de sorts, hein, et 20 niveaux de personnages. Hein. C'est pour vous dire qu'il va falloir attendre un petit peu avant de lancer des sorts de niveau 9. Généralement, c'est pas avant le niveau 17. Ouais, voilà. Après, c'est logique, hein, c'est des sorts qui vous donnent une puissance divine, faut pas non plus déconner. Donc voilà, donc les sorts, et en plus les niveaux des sorts vont varier parfois d'une classe à l'autre. Donc par exemple, un sort de, je ne sais pas moi, un sort de magicien de niveau 2 sera peut-être un sort de barde de niveau 1. Voilà, donc ça peut être rigolo de voir les écarts, et parfois certains sorts ne seront disponibles que pour certaines classes et pas d'autres, donc dans tous les cas, il faut regarder dans la description du sort. Ensuite, vous allez voir qu'il y aura des registres, alors là c'est un peu varié, il y a plein de choses. Les registres des sorts, ça ne concerne pas l'école de magie, ça concerne en fait un peu les sous-types du sort, donc notamment les éléments, comme l'eau, l'air, le feu et la terre, donc qui peuvent influencer le type d'un sort. Vous avez les énergies, comme le feu, le froid, l'électricité. Oui, j'ai dit 2 fois feu, mais c'est pas la même chose. L'alignement, il y a certains sorts qui ont un alignement, donc ce qui sera très drôle pour certaines classes qui pourront pas lancer des sorts en fonction de leur alignement. Hein, n'est-ce pas? Le petit paladin, tu ne lanceras pas un sort de mal, c'est pas possible, ça n'est pas possible. Donc ces registres, ils permettent globalement de classifier un peu les sorts et de voir que certaines créatures parfois vont être immunisées. Par exemple, certains sorts ont un effet mental, je pense, je ne sais pas moi, assassin imaginaire par exemple, et certaines créatures seront totalement immunisées. Les araignées par exemple. Et parfois, donc certains sorts, comme je le disais, sont interdits, donc là en fonction des alignements, parfois en fonction d'autres critères, donc ça c'est, il faut se renseigner, c'est la classe qui vous le dit, c'est le sort qui vous le dit, bref. Il faut bouquiner. Ensuite, on arrive aux composantes. Alors les composantes d'un sort, c'est quelque chose d'excessivement important, qu'on néglige parfois et il faut pas. C'est que votre sort, il va pas se lancer comme ça. C'est pas juste je pense à un sort et pouf, ça fonctionne. Non, vous avez bien vu dans Harry Potter ou dans Le Seigneur des Anneaux, il faut bouger ses doigts, il faut parfois utiliser une baguette magique. Bon là c'est pas trop le cas dans Pathfinder, mais je le dis quand même, on sait jamais. Il faut lancer des formules. Par exemple, pour donner une petite idée, si je vous dis Rafladana Zvado. Voilà, donc là par exemple, cette petite formule, c'est ce qu'on appelle la composante verbale d'un sort. La composante verbale, c'est la formule qu'il faut prononcer pour que le sort s'active. Donc quelqu'un qui par exemple ne peut pas parler parce qu'il est bâillonné ne pourra pas lancer un sort à composante verbale. Il est aussi à noter que quelqu'un qui est sourd a 20% de chance de rater ses sorts. Et oui, j'entends rien, donc fatalement si j'ai dit une connerie, je ne l'entends pas. Donc ça, c'est pour la composante verbale. Il existe aussi la composante gestuelle, donc là qui demande de faire des mouvements souvent de la main ou d'une partie du corps, par exemple l'hélico. Bref, donc vous avez souvent besoin d'une main libre pour faire ça. Donc par exemple si vous avez un truc dans chaque main, vous êtes baisé, comme on dit. Ensuite, composante matérielle. Alors ici c'est un objet ou une substance qui sera détruit par l'énergie magique. Par exemple, un exemple, arrête de dire exemple, pour un exemple classique, le sort de graisse, donc qui permet de faire apparaître une masse de graisse par terre ou sur un objet pour rendre la chose glissante. Il vous faut dans les composantes matérielles une noix de beurre. Et là vous vous dites, mais merde, mais comment est-ce que je vais faire pour avoir une noix de beurre? Et ben c'est très facile, j'ai réponse à tout. Il existe un truc magique qui s'appelle une sacoche à composantes. La sacoche à composantes qui coûte, voilà je fais mes emplettes, sacoche à composantes, ça coûte 5 pièces d'or, ça pèse 1 kg et il faut l'avoir sur vous. Parce que dedans se trouvent toutes les petites composantes dont vous avez besoin, la noix de beurre, le tas de sel, les choses comme ça. Donc là il y a tout, sauf exception, et je vais y venir maintenant. Certains sorts demandent des composantes matérielles chères. Par exemple, créer de l'eau bénite, ça demande 25 pièces d'or de poussière de diamant. Voilà, si vous n'avez pas les 25 pièces d'or de
Si vous n'avez pas les 25 pièces d'or de poussière de diamant, vous ne pouvez pas bénir de l'eau. Voilà, et ça c'est plutôt logique parce que quand on voit que le truc coûte 50 pièces d'or, c'est plutôt normal qu'on puisse pas le créer sans rien. Certains sorts coûtent beaucoup plus cher, par exemple Rappel à la vie qui demande quelque chose comme 2000 pièces d'or ou 5000, je ne sais plus. Enfin ça demande un paquet de pièces d'or en poussière de diamant, pareil, on les fait pas apparaître comme ça, il faut les avoir achetées avant. Donc ces composantes là, il faut les avoir. Il faut les avoir parce qu'elles coûtent cher. Donc ça ce sont les composantes matérielles, donc qui seront détruites. Tant qu'à faire, j'ai acheté 25 pièces d'or de poussière d'argent. Et ben elles vont partir, donc il faudra en racheter d'autres après. Voilà, c'est important. Ensuite on passe aux composantes de focalisateur. Alors c'est un peu comme les composantes matérielles, sauf qu'elles ne sont pas consommées. Donc c'est un petit objet souvent qui va être utilisé pour lancer un sort mais qui ne sera pas détruit. L'exemple classique que j'ai découvert il y a quelques instants, le sort lanterne dansante demande une lanterne, voilà. Donc là, la lanterne par exemple, vous l'avez pas dans la sacoche à composantes, il faut l'acheter, voilà. Mais au moins à chaque fois que vous lancerez une lanterne dansante, votre lanterne ne disparaîtra pas. Donc ça c'est plutôt pratique. Et pareil, la plupart des focalisateurs sont dans la sacoche à composantes. Donc pour revenir à cette sacoche, il faut l'avoir parce que tout est dedans. On n'a pas besoin de se dire bon bah voilà, faut que je recharge ma sacoche. Globalement, on considère que le personnage le fait, il ramasse des trucs de la droite à gauche, ce qui est plutôt cool. Donc ça vous coûte que 5 pièces d'or, mais il faut l'avoir, il faut avoir une main libre. Je rappelle pour les composantes gestuelles et puis pour farfouiller dans sa sacoche. Ça parfois on l'oublie. Et enfin, nous avons le focalisateur divin. Le focalisateur, décidément. Le focalisateur divin, c'est un objet lourd et de signification souvent religieuse. Donc pour les prêtres et les paladins, c'est facile, c'est un symbole sacré qui permet de canaliser l'énergie du dieu à travers ce focalisateur pour lancer des sorts ou canaliser l'énergie positive. Il est à noter d'ailleurs que le symbole sacré permet de canaliser l'énergie du bien. Si vous voulez canaliser l'énergie négative, il vous faut un symbole impie. Et oui, ça veut dire que si jamais vous canalisez les deux, ce qui est possible, je vous le conseille de vous renseigner, c'est très drôle. Si vous pouvez canaliser les deux, il vous faut un symbole sacré et un symbole impie. Merci à Chloé de m'avoir appris ça, je ne le savais pas. Donc ensuite pour les druides et les rôdeurs, souvent il s'agit d'une branche de haut ou d'une autre plante sacrée. Donc là pareil, c'est quelque chose que le personnage doit brandir, avoir en main, pour pouvoir lancer son sortilège via les forces divines qui l'habitent. Oui, j'ai dit bite et je l'assume. Donc ça, c'est quelque chose qui ne sera pas consommé, ce qui est plutôt pratique parce que ça coûte quand même un peu d'argent. Le symbole sacré peut être en bois, en argent ou en or, ça vous coûtera juste plus cher pour juste vous la péter. À part que le symbole en argent pèse du poids et pas celui en bois. Et donc grâce à ça, vous pouvez lancer pas mal de sorts divins. Et là est la nuance importante que vous allez me demander, mais si j'ai un focalisateur divin, est-ce que j'ai besoin de composantes matérielles ou de focalisateurs? Et oui, cher auditeur, tu as raison de me poser la question. Parce que très souvent, le focalisateur divin va remplacer la composante matérielle. Voilà. Là où certains magiciens auront besoin d'une noix de beurre, eh ben, il y en aura d'autres qui auront besoin, genre les prêtres, de brandir un symbole sacré et de dire « Foc le beurre et vive le bois ». Voilà. Donc ça c'est souvent le cas et je risque de casser les espoirs de beaucoup, ça n'est pas toujours le cas. Et oui, certains sorts demandent une composante matérielle ou un focalisateur qui ne sera pas un focalisateur divin. Et donc du coup ça demande à ces classes là d'avoir aussi leur sacoche à composantes. Et là ça fait bien chier, moi aussi ça me casse les couilles, mais c'est comme ça, on fait avec. Donc il faudrait techniquement que toutes les classes aient une sacoche à composantes, ou alors vous ne prenez que des sorts qui n'en nécessitent pas. Pas de chance. Donc ça c'est le caca. Et la seule classe qui n'en a pas besoin, c'est bien sûr l'ensorceleur, puisque ça lui vient de son sang. Tout est en lui. Donc il a sûrement un paquet de beurre dans le sang, je vous dis pas le cholestérol. Donc pour être comme le petit ensorceleur, il faut prendre un don qui s'appelle dispense de composantes matérielles, qui peut être pris dès le niveau 1, donc ça c'est pratique, mais ça vous bouffe un don pour pas payer 5 pièces d'or et avoir une main de libre. Voilà, ça c'est un choix. Donc je précise quand même toutefois, un ensorceleur n'est pas si craqué que ça, parce que les composantes chères comme la poussière d'argent, la poussière de diamant, les petites pierres d'onyx, tout ça, tout ce qui est cher, il faut quand même l'avoir. Donc ensorceleur, tu sors ton portefeuille toi aussi, s'il te plaît, faut pas que déconner.
Donc ça c'était pour les composants, voilà, j'espère que c'est clair, je suis désolé si j'ai brisé des espoirs. Le prêtre a besoin de sa sacoche, le barde a besoin de sa sacoche, le magicien n'est pas le seul à avoir besoin d'avoir sa petite poche banane devant le bidou. Ça c'était pour les composantes. On arrive enfin à des choses un peu plus globales, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est long et ça demanderait plus d'explicitation. Nous avons les temps d'incantation, donc globalement un sort demande une action simple, certains demandent un round entier, donc correspondant à une action complexe, et oui, quand on apprend qu'une convocation de monstre, ça demande tout ton tour, ça fout les boules, mais en même temps c'est quand même bien pratique, voilà. On est flemmard, mais on a juste besoin de bosser pendant un round pour faire les choses par quelqu'un d'autre. Oui, l'invocation c'est la meilleure école, allez vous faire voir. Certains sorts demandent une action rapide, c'est très rare, mais parfois certains dons de métamagie permettront de rendre les sorts beaucoup plus rapides, c'est super cool, ça permet parfois de lancer 2 sorts en même temps, la classe. Ensuite nous avons la portée, alors la portée, comme son nom l'indique, c'est la distance à laquelle le sort peut être efficace. Donc ça dépendra souvent de notre niveau, et ça dépendra du sort, c'est un sort à une portée courte, d'autres moyennes, parfois longues, et certains illimités, voilà, comme ça, tranquille. Certaines fois la portée est personnelle, donc ça veut dire que le sort ne pourra affecter que le lanceur du sort. Certains sorts sont de contact, donc il faut toucher sa cible, parfois une cible consentante, donc pas besoin de lancer de dés, mais parfois il faudra faire une attaque de contact. Et là, bonne chance si vous êtes un magicien en robe. Et enfin, ça c'était... Donc ça c'est tout pour la portée, voilà, c'est bon, je m'en mêle les pinceaux. Ensuite la cible, la cible, hein, si elle est personnelle, c'est le lanceur de sort, c'est pas compliqué. Parfois c'est un allié, parfois c'est un adversaire, parfois c'est plusieurs créatures, bref c'est précisé dans la description du sort. Je ne m'étends pas, l'effet du sort, c'est l'effet du sort. La zone d'effet, je pense que vous avez compris. La durée, soit vous prenez des macarons, soit ça parle en fait du temps que le sort va faire effet. On va rester sur ça, sinon je vais me prendre des baffes. La durée instantanée, je pense que son nom l'indique. La durée déterminée, ça vous indique combien de temps ça va durer. Permanente, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc quand le sort dit cécité permanente, vous l'avez dans le fion. Concentration, ça demande que le lanceur de sort se concentre dessus. Donc ça lui demande une action simple qui ne provoque pas d'attaque d'opportunité, ce qui est pas trop mal. Mais du coup, vous ne pouvez pas attaquer ni lancer d'autres sorts tant que vous vous concentrez. On va s'arrêter là pour les globalités de durée. Ensuite, les jets de sauvegarde. Alors là, c'est la partie importante. Parce que certains sorts peuvent être résistés. On prend un de mes sorts que j'aime beaucoup qui est Charme Personne, qui fait que la cible, si elle est atteinte par le sort, devient votre meilleur ami, ce qui est quand même très pratique quand c'est le chef de la mafia. Mais le chef de la mafia ne se laissera pas avoir comme ça. Il va peut-être vous dire, bah non, écoute, en fait, je te connais pas, t'es un enculé, tu m'as volé du fric, je ne serai pas ton meilleur ami. Donc ça, c'est représenté par le jet de sauvegarde. Donc le jet de sauvegarde, c'est une des 3 caractéristiques de sauvegarde que nous connaissons, que vous avez dû voir dans ma vidéo sur la création de personnages, qui sont les réflexes, la vigueur et la volonté. Donc en fonction des effets du sort, ça va taper dans un de ces jets de sauvegarde, et il va falloir que la cible réussisse son jet pour ne pas être influencé par le sort ou seulement en partie. Donc très souvent, le jet de sauvegarde doit atteindre un DD, un degré de difficulté. Pour les lanceurs de sorts, en règle générale, je me suis pas penché sur toutes les classes, donc je vais faire en règle générale. Le DD d'un sort correspond à 10 plus le modificateur de votre caractéristique de lanceur de sort. Donc par exemple, pour le magicien c'est l'intelligence, pour le prêtre c'est la sagesse, pour le lanceur solaire c'est le charisme. Donc voilà, donc je répète, 10 plus le modificateur de caractéristique, plus le niveau du sort. Donc il faut passer ce score-là pour résister au sort en règle générale. Certains sorts ne donnent pas de jet de sauvegarde, comme ça vous êtes officiellement fucked, comme on dit en anglais. Et enfin, vous vous retrouvez dans des situations embêtantes. Parfois il faut réussir plusieurs jets de sauvegarde, notamment Assassin Imaginaire qui est une vraie saloperie. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu trop chiant. Je vous laisse lire, de toute façon après c'est vraiment de l'approfondissement des règles, je vous parle vraiment des bases aujourd'hui. Est-ce qu'on parle de la résistance à la magie? Bon, on va rapidement parler de la résistance à la magie. Alors, c'est un truc qu'on rencontre pas tout de suite, très souvent c'est quelque chose que les monstres puissants ont, les premiers monstres que vous rencontrez en ont globalement pas,
mais bon, ça peut arriver. Donc la résistance à la magie, c'est une sorte de classe d'armure contre les attaques magiques. Voilà. C'est une valeur qu'il va falloir que vous dépassiez pour atteindre la cible. C'est-à-dire que en fait, elle résiste naturellement à la magie pour X raisons, et donc du coup, il faut que vous transperciez cette résistance pour l'atteindre lui. C'est une valeur hein, que le MJ peut vous donner ou pas. Et vous, pour la passer, il faut faire un test de lanceur de sort. Donc ça demande un des 20 et vous ajoutez votre niveau de lanceur de sort. Là c'est tout con. Donc par exemple je suis un magicien de niveau 5, je lance un des 20 et j'ajoute 5. Et avec ça il faut que je passe la résistance de ma cible. Parfois certains traits, certains dons vous permettent d'augmenter votre niveau de lanceur de sort pour certains sorts. Ça compte dans la résistance à la magie, bien évidemment. Voilà, je pense qu'on a fait globalement tout, c'est pas plus compliqué que ça, et c'est parfois très très frustrant quand votre sort ne fonctionne pas parce que le monstre a une RM de 25 et que vous êtes niveau 4. Bien, ensuite nous avons la description du sort, donc là ça décrit vraiment l'ensemble de l'effet du sort, donc il faut bien la lire jusqu'au bout parce que des fois on se rend compte qu'on avait mal compris et qu'en fait c'est un bonus d'armure que vous donne l'armure de mage. Du coup ça ne se cumule pas avec votre armure, c'est dommage, donc lisez bien les sorts en entier, c'est important. Et donc ça me permet de conclure sur cette partie-là, à savoir que les sorts, c'est pas si compliqué que ça, il suffit juste de tout bien lire, de cliquer parfois sur le site du wiki pour savoir s'il y a un mot que vous ne comprenez pas. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur les différents types de magie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé un petit peu à vous renseigner. N'hésitez pas à chercher de votre côté. J'essaierai de faire des petites vidéos sur les différents types de lanceurs de sorts en fonction de ceux qui préparent leurs sorts, de ceux qui ne les préparent pas, des actions spontanées. Bref, je vais essayer de faire ça assez vite. En attendant, je vous souhaite du bon jeu, du bon gaming, du bon roleplay, comme disait l'autre. Et à une prochaine vidéo. Salut!